Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présente et présent en ce bel après-midi ensoleillé à Bordeaux. Je tiens d'abord, ça va être rapide, mais à remercier Philippe Barre et bien évidemment toute l'équipe de Climax donc, pour avoir organisé cet événement. Merci à eux parce que c'est à mon avis très important que de pouvoir vous faire passer des messages forts. Donc moi je me réjouis d'être aujourd'hui cet après-midi avec vous. Pour vous parler, vous allez le voir, pour vous parler de choses, ma foi, fort intéressantes. En deux mots, une présentation. Donc, Sergio Lopez, fondateur et président de l'organisation opérationnelle Wildlife Angel. Vous voyez également donc, son slogan, en première ligne aux côtés des rangers, ce qui signifie que nous sommes une organisation opérationnelle sur le terrain en Afrique et, comme dit le slogan, en première ligne face à l'adversité. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Si vous me permettez, il est toujours important quand on réfléchit ensemble, parce que cet après-midi, vous et moi, on va pas mal réfléchir et peut-être échanger, et je vous le demanderai d'être assez proactif au terme de mon intervention. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faut toujours se mettre d'accord sur un contenu. Et je vous propose dans un premier temps d'établir ensemble un référentiel, se mettre d'accord sur certains termes, deux en l'occurrence, sur lesquels je reviendrai après. Mais il est de bon ton, me semble-t-il, de se mettre, vous et moi, en accord sur la terminologie utilisée. Premier terme, à tout seigneur, tout honneur, nous sommes dans un événement climax, resist. Donc la résistance. Qu'est-ce que la résistance? La résistance, tout simplement, c'est le fait de se mettre en opposition face à un fléau, face à une menace forte, destructrice, à laquelle on n'adhère pas, que l'on refuse. On est d'accord sur la définition? On la met de côté. Deuxième définition, et ça c'est un terme qui va beaucoup vous plaire, moi qui me plaît énormément, c'est la résilience. Il y a 10 ans, personne ne connaissait ce terme. Aujourd'hui, si vous ne l'entendez pas 10 fois par jour dans les médias, à mon avis, j'exagère à peine. Alors la résilience, certains nous disent, ouais, c'est la même chose. Non, la résilience n'est pas la même chose. On va se mettre d'accord, là, encore une fois, ensemble, sur la définition de ce terme. La résilience, une population est confrontée à une menace, à un fléau, toujours la même chose, à une force. Et que fait-on? On va amortir cette force. On va sortir du malheur dans lequel cette force nous plonge et on va se reconstruire pour éviter d'être impacté, d'être détruit par cette force. Ce n'est pas la même chose. On la prend, on l'amortit, on fait avec, comme on dit, pour se reconstruire. Point final. Vous voyez, je ne vous prends pas la tête plus que ça. On met ça de côté. Et on attaque. L'objet de la conférence. Depuis des mois maintenant, vous ne pouvez ouvrir une revue spécialisée, voire grand public. Vous ne pouvez écouter un podcast ou une émission de télé sans qu'on vous parle de quoi? Alors, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, certes, mais aussi un corollaire, la 6e extinction. Vous n'êtes pas sans savoir que la Terre, au travers de ces milliards d'années, a vécu 5 périodes d'extinction de masse au cours de sa longue histoire. Et on nous dit qu'aujourd'hui, quand on assiste à l'effondrement des populations animales, végétales et des écosystèmes, nous sommes confrontés en fait à quoi? À la 6e extinction de masse. Qui dit ça? Les scientifiques. Donc on va les écouter. Ce sont des spécialistes. 6e extinction de masse. Pour autant, j'aimerais que, ensemble, nous revenions, nous réfléchissions à l'origine de ces extinctions. Les 5 premières, et Dieu sait s'ils ont été redoutables, étaient des accidents. C'était ce que les juristes appellent des cas de force majeure, imprévisibles et irrésistibles. Et les origines étaient plutôt, alors soit endogènes, c'est-à-dire que ça venait de la planète Terre, comme on pourrait avoir avec les éruptions volcaniques, la tectonique des plaques, etc., ou d'origine exogène, c'est-à-dire venant de caractéristiques extraterrestres, j'en veux pour preuve, une météorite. Mais encore une fois, ces 5 extinctions, on parlait de quoi? D'événements extraordinaires. Or, la 6e extinction dont on nous parle tant aujourd'hui n'a pas pour origine la tectonique des plaques et encore moins une météorite.
Elle a pour origine quoi? Une espèce qui vit sur Terre et qui s'appelle l'être humain. C'est l'être humain qui est à l'origine de cette 6e extinction. Volontairement ou involontairement, l'être humain a un objectif, se développer encore et encore, atteindre un progrès, au même titre que le Saint Graal, le progrès, la modernité, plus de confort, plus de bien-être, et il ne se rend pas compte que pour atteindre cet objectif, il est en train de détruire le vivant avec un grand V, il est en train de détruire sa planète. Donc non, messieurs les scientifiques, je suis désolé, il ne s'agit pas d'une 6e extinction, mais bien d'une extermination de masse. Une météorite, si elle vous tombe sur la tête, ben vous ne pouvez pas l'éviter. Tout du moins, c'est difficile. D'accord? L'anoxie des océans, l'empoisonnement par des éruptions volcaniques, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais détruire la faune sauvage, détruire les océans, les rivières, la flore, l'air que nous respirons, ce n'est pas une influence extraterrestre qui intervient. C'est bien vous et moi, nos aînés et les générations qui viennent. Donc c'est bien une espèce qui détruit. Donc arrêtons avec cette 6e extinction de grâce. C'est bien une extermination dont on parle. Et qui dit extermination dit criminalité. C'est un écocide auquel nous sommes confrontés. Ce n'est pas un événement qui tue 2-3 chimpanzés par-ci, 2-3 gibbons par-là et quelques espèces de dauphins dans l'océan. C'est bien une extermination, une destruction par des criminels. C'est un crime contre la nature. Alors permettez-moi simplement de vous comparer, ou tout du moins de faire une typologie en 2 axes majeurs. La criminalité que j'appelle légale, c'est un non-sens, mais ça ne fait rien, on va l'appeler comme ça. La criminalité légale, vous la connaissez. C'est l'agriculture extensive, c'est la pêche à outrance, c'est la chasse, c'est la pollution, ce sont les extractions minières et autres. Les pétroliers, tout cela, c'est de la criminalité qui détruit la planète et les écosystèmes, mais légale. C'est-à-dire que les gouvernements, les institutions internationales ont donné leur accord pour faire et continuer dans la destruction. La deuxième criminalité qui existe, c'est la criminalité que je qualifie d'illégale, celle contre laquelle les gouvernements, quels qu'ils soient, les institutions publiques internationales, celles qu'ils dénoncent. Nous, chez Wildlife Angel, on a décidé de lutter contre la deuxième, parce que les combats de Don Quichotte, ce n'est pas forcément, comment dirais-je, ce que je recherche. Je préfère être efficace. Lutter contre la criminalité légale aujourd'hui, ne nous cachons pas, ne voilons pas la face, c'est très compliqué. Donc nous avons décidé, chez Wildlife Angel, de lutter contre la criminalité illégale. C'est plus simple parce qu'au moins, on a les gouvernements avec nous quand on intervient dans les pays africains. Vous comprenez très bien qu'on ne peut pas intervenir sans l'accord des pays concernés, sinon ce n'est pas possible. Comme je disais récemment donc, à des amis d'une autre ONG, nous n'avons pas d'eau internationale. Les pays d'Afrique, quand vous passez une frontière, on est chez le voisin. Donc dans tous les cas, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc nous nous positions contre la criminalité illégale. Criminalité. Vous entendrez souvent des gens nous parler de braconnage. Oui, mais Wildlife Angel, vous luttez contre le braconnage. Non. Contre la criminalité phonique. Ouais, mais c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Parce que dans notre imaginaire collectif, et surtout en France, le braconnage a cette connotation du XIXe siècle, du rabot-liau dans le village, en Sologne, qui piégeait 1 ou 2 petits lapins et qui les vendait sous le manteau lors des marchés du dimanche matin. Ça, c'est le braconnier. Aujourd'hui, on ne parle pas de braconnage. C'est trop gentil, ce terme. Il faut arrêter avec ça. Il faut appeler un chat un chat. Ce sont des criminels de la faune. Ce sont des massacreurs, des destructeurs dont on parle. Ce ne sont pas des braconniers, même si effectivement le terme est utilisé. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est un terme français, et braconnage, on n'a pas trouvé mieux. Si, criminalité. Mais d'autres exemples. Allez chez nos amis espagnols, on n'est pas très loin ici à Bordeaux. Vous savez comment on appelle le braconnage en Espagne, en espagnol? La caza furtiva. La caza furtiva, c'est la chasse furtive.
Donc quand je suis interviewé par des journalistes espagnols, il me dit, je vais vous le faire en traduction française, hein, donc Wallef Angel, vous êtes très actif pour lutter contre la chasse furtive, la chasse discrète. Et effectivement, je fais des bons au plafond quand on m'interviewe. Je dis, mais arrêtez avec ça. La chasse furtive, on a massacré 15 éléphants dans telle réserve, on a coupé les cornes fraîchement de rhinocéros, et vous m'appelez ça la chasse furtive, la chasse discrète? Non, on parle de criminalité. Donc attention, mesdames et messieurs, à la terminologie utilisée par les médias pour amortir des situations que nous trouvons très gravissimes, mais pour le grand public, il ne faut pas trop les choquer, parce que le grand public est perturbé. Donc on va faire en sorte de ne pas trop les perturber, et on va amortir. Et ça me permet, vous l'avez compris, de faire la transition avec le tout début de mon propos, les fameux deux termes. Alors le premier qui est déterminant, puisque resist, climax, on y est, la résistance et la résilience. Nous, chez Wildlife Angel, on a décidé de combattre la criminalité faunique. Mais attention, je vous rassure, on ne protège pas que la faune, on protège également les écosystèmes. Ce qui veut dire que dans une forêt primaire, si on se contentait de protéger uniquement les gorilles, les chimpanzés ou les bonobos, et qu'on laisse déforester leur environnement, leur habitat, ils disparaîtront sous peu. Donc quand on nous dit on protège la faune, oui et non. On protège la biodiversité chez Wildlife Angel. On protège le vivant, les animaux sauvages et bien évidemment leurs écosystèmes, parce que sans leurs écosystèmes, sans leurs habitats, ces espèces-là vont disparaître. D'accord? Donc venons au terme maintenant. La résilience, qu'est-ce que c'est? On a un événement qui nous touche, on essaie d'éviter ce traumatisme qui est créé par cette force, et on va trouver des solutions qui vont nous satisfaire et qui vont nous permettre de se reconstruire. Alors mettons-nous d'accord, on est entre nous là, ne voyez pas dans mes propos une quelconque critique, je suis très sérieux là-dessus, chacun intervient à son niveau. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Est-ce qu'il y a dans le monde de la protection de la faune en Afrique des acteurs qui pratiquent la résilience? Oui. Est-ce que Wildlife Angel en fait partie? Non. Quels sont ces acteurs? Quand vous avez des criminels qui interviennent sur un parc national, qui détruisent des éléphants, qui détruisent des lions, par exemple, il y a des organisations qu'on appelle des sanctuaires qui récupèrent les animaux blessés ou les éléphants ou les rhinocérons qui n'ont plus de parents pour les réhabiliter ou pour les soigner. Ça, c'est un acte de résilience. Mais c'est un acte majeur et que je salue. Par contre, c'est résilient. C'est-à-dire qu'on récupère les animaux, on les soigne, quelque part, on se soigne nous-mêmes en termes de traumatisme parce qu'on a fait cet effort-là, mais la menace en face, elle est toujours autant présente. Est-ce qu'on est d'accord? Le fait de récupérer des animaux et de les soigner n'empêche pas les criminels de continuer leurs exactions. C'est bien un acte de résilience. Deuxième exemple, on l'a vu récemment, on récupère des animaux, on va les protéger, on les met dans des zones. On a eu le cas, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, on les envoie au Texas, dans des réserves. Des réserves en plein milieu du Texas, vous avez des rhinocéros, vous avez des félins, vous avez des antilopes africaines qui sont là, non pas pour faire du business, hein, soyons clairs, qui sont là pour protéger ces individus, parce qu'on part du principe qu'en Afrique, ils risquent de mourir et d'être abattus. Ça, encore une fois, et si c'est tout à fait louable, c'est bien un acte de résilience. La menace est toujours là. Et il y en a d'autres des exemples comme ça. Et enfin, vous avez la résistance. Et la résistance, si je reprends les propos, c'est quoi? C'est s'opposer à. La menace, je vous l'ai décrite, c'est la criminalité environnementale, la criminalité faunique, celle qui détruit les espèces éléphants d'Afrique, bien sûr, rhinocéros, félins, grands singes et toutes les autres. Et donc la résistance, c'est s'opposer à. Quand vous avez le slogan qui est derrière moi et qui s'intitule « En première ligne aux côtés des rangers », ça c'est bien une action de résistance. C'est-à-dire que, en fait, chez Wildlife Angel, les rangers s'opposent à l'agression. Nous sommes, comme je dis souvent, le dernier bouclier pour les protéger. Derrière nous,
les animaux sont abattus. Donc on intervient, on se positionne avec nos frères rangers sur le terrain pour éviter qu'un acte d'abattage ne se réalise. Et j'en disais ce matin donc, à un journaliste qui m'interviewait et qui me demandait comment ça se passe, les interventions, courir après les braconniers, les arrêter, etc. Comme je lui disais, courir après un braconnier, un criminel, traduisez, l'arrêter, etc., pour moi, ce n'est pas important. Le mal est fait. Les animaux sont morts. Alors, bien évidemment, on ne va pas le laisser partir, certes, mais on n'a pas fait notre job. Notre job, c'est d'éviter qu'il ne meure. Donc, c'est bien de s'interposer entre la menace, et Dieu sait si, selon les pays, cette menace est très forte, et même parfois trop forte, mais il est important qu'on se positionne et qu'on intervienne pour protéger la faune sauvage. Et malheureusement, ne voyez pas du tout de critique, mais un petit peu quand même, nous ne sommes pas une organisation dans le discours, même si aujourd'hui, effectivement, j'ai besoin d'être là en face de vous pour vous faire passer des messages. Mais nous ne faisons pas de plaidoyer, nous ne faisons pas signer de pétition, nous ne faisons rien. Rien dans le discours, tout sur le terrain. Et moi, si, comme dirait Martin Luther King, si j'avais un rêve, j'aimerais que les grosses organisations qui nous donnent des leçons, les grosses, vous voyez, les très très grosses, soient un peu plus sur le terrain comme nous, pour éviter qu'on en arrive à ça. Parce que, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on parle de 6e extinction. Oublions le terme, extermination, extinction. On n'est pas encore là. Je ne veux pas avoir un discours résilient, rassurant, pas du tout. Mais on n'est pas encore là. On parle aujourd'hui d'effondrement des populations. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'éléphants, de moins en moins de rhinocéros, de moins en moins, de moins en moins. Par contre, on n'est pas encore à l'extinction, heureusement. Mais si on continue avec cette tendance, dans quelques décennies, nous perdrons des espèces. Et là, on pourra parler d'extinction véritable. Même si on sait, vous et moi, maintenant, que ce n'est pas une extinction, c'est une extermination. Je discutais récemment avec un ministre d'un pays d'Afrique australe qui me disait on a creusé certains trafics de faune et on s'est rendu compte qu'il y a des organisations internationales qui disent si un jour il n'y a plus d'éléphants sur Terre, le prix de l'ivoire, c'est génial, va augmenter. Donc aujourd'hui, on stocke, mais l'ivoire n'est pas très cher aujourd'hui. Sur le marché, l'ivoire se négocie entre 800 et 1200 euros le kilo, alors que la corne de rhinocéros se négocie entre 50 000 et 60 000 $ US le kilo. On n'est pas sur les mêmes rapports. Mais comment faire monter le prix? Là, c'est du pur market finance. Hein. Comment faire monter le prix de l'ivoire? S'il n'y a plus de source, si on détruit toute source d'ivoire sur la Terre, vous imaginez les stocks d'ivoire comme ils vont flamber aujourd'hui? Donc, certains criminels, hauts criminels des gangs internationaux, disent ouvertement, si demain il n'y avait plus d'éléphants, c'est-à-dire si on massacrait tous les éléphants, on serait assis sur des fortunes avec l'ivoire. Voilà la mentalité de ces organisations-là aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, en face, c'est ça la force. Hein. Donc vous imaginez le niveau de résistance qu'on doit avoir en face pour être confronté à ces gens-là qui tiennent ces discours? Des discours, encore une fois, purement financiers. Alors, on est passé d'un stade de résilience et on a décrit la résistance. Depuis quelque temps, je me suis dit, résister, c'est bien. Mais résister, c'est fatigant, déjà, un, c'est usant, et deux, on n'obtient pas forcément de résultats. L'objectif que j'ai fixé il y a un an de cela à Wildlife Angel, c'est d'aller au-delà de la résistance. Pour moi, la résistance n'est pas suffisante. Il faut entrer dans une nouvelle dimension, ce que j'appelle surmonter l'agresseur, surmonter la force. Et là, ça va bien au-delà de la résistance. Pour ce faire, on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte d'un événement majeur. Plus vous avez de personnes sur le terrain, plus vous avez de boots on the ground, comme on dit en anglo-saxon, c'est-à-dire de patrouilles, de rangers sur le terrain, meilleures sont efficaces les actions, et on se rend compte que la présence est beaucoup plus réduite des criminels. En fait, les criminels préfèrent attaquer des parcs nationaux ou des réserves où il n'y a pas grande activité. Donc ça veut dire plus de monde sur le terrain, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, à un moment donné, avoir plus de rangers, formés, c'est ce que nous faisons depuis 2015, entraînés,
équipés, parce que ça c'est très important aussi. L'équipement des criminels en face de nous se complexifie de plus en plus. Au grand étonnement du journaliste de ce matin qui m'a interviewé, je lui ai dit, il n'y a pas plus tard que 3 mois, nous avons eu dans la réserve en Namibie sur laquelle nous sommes, un survol de drones. Un drone, alors je vous rassure, ce sont des mini-drones, ce ne sont pas des Reaper tactiques américains, heureusement, pour l'instant. Mais là, c'était un drone de surveillance, un petit drone, qui venait, quoi faire? Avec une balise GPS qui venait donc pointer les différents troupeaux, les troupeaux d'éléphants, les rassemblements de rhinocéros pour savoir où ils étaient, et ensuite, bien évidemment, informer les criminels qui sont quelque part planqués en dehors de la réserve, okay, et qui suivent le déplacement des rhinocéros et des éléphants ou autres. Okay. Ils utilisent des drones. Récemment, des braconniers ont été arrêtés donc en Afrique du Sud, équipés de lunettes thermiques. Ah oui, vous voyez que le braconnier, le rabolio dont on parlait tout à l'heure, nous en sommes, avec son petit lapin et son collet, nous en sommes très, très loin. De même que la Casa Furtiva, c'est la même chose. On en est très, très loin. Nous avons des criminels de plus en plus équipés et motivés. Ben, vous savez, 60 $ US la corne de rhinocéros, pardon, le kilo de corne. Un rhinocéros normalement constitué à 2 cornes, une grande et une petite. En moyenne, les 2 cornes pèsent 4 kilos. 4 fois 60 000, vous voyez ce que peut représenter un rhinocéros dans le trafic. C'est énorme. Énorme. Donc, pour occuper l'espace, pour être présent sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Depuis 2015, on déploie des formations, on déploie un accompagnement des rangers sur le terrain. On utilise du matériel pour essayer d'être capable de rivaliser avec l'adversité. Mais pour surmonter, pour aller au-delà de la résistance, on a besoin de gens sur le terrain. Et c'est ainsi que début 2023, nous est venue cette idée. En fait, alors si vous ne les connaissez pas, je vais quand même vous en parler. Que fait un ranger toute la journée? Un ranger, donc, c'est lui le garant de la protection de la faune, c'est lui qui patrouille, c'est lui qui intervient, c'est lui qui fait ce qu'il doit faire. Lui ou elle d'ailleurs, puisque nous avons de plus en plus de femmes dans les corps des rangers. Mais bon, on va utiliser le terme générique, le ranger ne fait pas qu'intervenir, courir après les criminels, certainement pas. Énormément d'opérations de surveillance, parce que la détection, vous l'avez compris, est déterminante. Plus on est en amont, plus on détecte, et moins on aura d'animaux abattus. Si nous ne faisons que réagir, on arrivera toujours après l'abattage. Et ça va continuer. Donc il faut être en amont. Et en amont, ça veut dire quoi? Ça veut dire détecter, surveiller, accompagner, savoir où sont les animaux, et quelque part, dissuader. Là, on va au-delà de la résistance maintenant. Nous, on est en capacité de dissuader la force. Je reviens 30 secondes sur mon propos. Vous voyez, entre la résilience, où je mets en place des actions importantes, mais qui ne s'opposent pas à l'agressivité, à l'adversité. Après, vous avez un niveau de résistance où là, on s'oppose, on se met au milieu. Nous sommes passés à un stade supérieur où là, on va essayer de prendre le lead sur l'action. C'est-à-dire qu'on va prouver à la force qui est en face de nous, à la criminalité, qu'on est en place, qu'on est capable, qu'on est aussi équipé qu'eux et aussi déterminé qu'eux et aussi efficace qu'eux, et on va les dissuader. C'est ce qu'on appelle les opérations de deterrence chez nous. On va dissuader. C'est pas facile, mais on va en discuter. Et comment faire pour dissuader? Il faut du nombre, il faut des individus sur le terrain. Or, constat, les rangers, je vous l'ai déjà dit, on en manque. Quelle idée a germé dans notre tête? Et on s'est dit, mais si le job d'un ranger, à 80-90% du temps, hein, j'entends, c'est de surveiller, de détecter, de patrouiller, de faire remonter les informations sur la position des troupeaux, et qu'à 10 ou 20%, c'est courir après les braconniers pour essayer de les arrêter, pourquoi ne pourrait-on pas confier les 80% de leur activité principale, c'est-à-dire la détection, la surveillance, le repérage, la protection, etc., à des femmes et des hommes qui, depuis des années, ont envie de nous aider, nous, Wildlife Angels. En 2023 a été mis en place un projet qui s'est appelé le programme Spotter,
Et je vous l'annonce là, puisque ça date de quelques semaines. Ce projet, donc parce qu'il a donné des résultats extraordinaires allant largement au-delà de nos espérances, s'est transformé en programme maintenant pour 2024 qu'on appelle la team, l'équipe, hein, la team Spotter. Spotter, c'est quoi en anglais? Ben, c'est surveiller, c'est observer. C'est-à-dire qu'en 2023, on a ouvert un appel aux majeurs, pour des raisons logiques et juridiques et de sécurité, aux majeurs, femmes et hommes, donc de plus de 18 ans bien évidemment, européens pour l'instant, pour venir rejoindre donc, cette force qui s'appelle la force Spotter, qui est en fait une force mixte. Alors quand je dis mixte, je ne parle pas de hommes et femmes, hein, ça c'est évident pour moi, je parle mixte Ranger Spotter, c'est-à-dire qu'une équipe de protection dans les réserves dans lesquelles nous intervenons est composée de rangers et de spotters. Rangers locaux, puisque c'est une loi dans chaque pays africain, on doit avoir des rangers locaux, des Namibiens en Namibie, des Sudaf en Afrique du Sud, des Congolais en RDC, c'est comme ça, d'accord? Et nous avons cette force spotter qui vient se mêler aux rangers pour occuper le terrain. Ce qui fait que depuis quelques mois maintenant, et à l'heure où je vous parle, donc il y a une rotation qui c'est le point de repartir, vous avez donc des spotters, des femmes et des hommes qui ont fait une formation avec nous pour se préparer, et ensuite qui vont passer du temps, une quinzaine de jours dans ce qu'on appelle une rotation, qui vont en Namibie, pour l'instant c'est la réserve que l'on a choisie pour tester, parce que c'est un pays safe en termes de sécurité, on ne peut pas faire ça, et Dieu sait si j'apprécie ces pays, hein, mais on ne peut pas faire ça aujourd'hui au Burkina Faso et au Niger pour les raisons que vous connaissez, et c'est fort dommage, mais c'est comme ça. Et également donc sécuritaire et sanitaire, parce que c'est un pays donc, qui n'impose pas de fièvre jaune, qui n'impose pas de prophylaxie contre le palu, etc. Donc il fallait commencer par quelque chose d'un peu plus accessible. Et donc ces spotters nous rejoignent tous les jours pour accompagner les rangers sur le terrain et pour faire quoi? De l'observation, de la surveillance, de la détection et de l'accompagnement des rangers. En aucune façon, bien évidemment, ils ne sont autorisés à intervenir. Premièrement, parce qu'ils ne sont pas formés pour ça, équipés pour ça, et surtout parce que juridiquement, ils n'en ont pas le droit. Leur champ d'intervention est très précis. Pourquoi je vous parle de ce programme Spotter? Ben, tout simplement pour vous montrer qu'à un moment donné, la résistance seule ne suffit pas. À un moment donné, il faut aller au-delà. Et c'est un petit peu le message que j'aimerais faire passer à tout le monde. Et excusez-moi de prendre un petit peu le contre-pied des médias aujourd'hui. La résilience, j'aimerais qu'on oublie un petit peu. Parce qu'on peut nous faire tellement accepter de choses avec cette terminologie. Tellement. Si vous voyez ce que je veux dire. Et Dieu sait si notre actualité dans les 5 dernières années est très riche pour nous faire accepter beaucoup de choses sous prétexte que nous montrons que nous sommes résilients. Donc, résilient, si vous êtes d'accord, on va oublier. Okay, on va laisser ça donc, à nos chers politiques et chers médias. On va plutôt parler, puisque c'est en plus le thème des 2 jours, de résistance. Mais gardez à l'esprit, la résistance seule ne suffit pas. Et j'aimerais finir, tout du moins sur cette partie-là, eu égard au temps qui m'est imparti. Nous, en France, nous avons une culture de la résistance. Et elle n'est pas si vieille. Alors, pour la plupart d'entre nous ne l'avons pas connue, mais nos aînés l'ont connue. Les mouvements de résistance en France ont existé. C'était bien une opposition qui a été marquée par rapport à une force qu'on n'acceptait pas. Mais regardez un petit peu l'histoire. Ces résistants, et Dieu sait s'il y a eu de nombreuses résistantes d'ailleurs, mais ces résistantes et résistants ne se sont pas contentés que de s'opposer. Ils ont été des acteurs majeurs pour surmonter l'adversité. Sinon, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on en soit véritablement là. Quoique, personne ne le sait, on ne va pas remonter le temps. Bref, ils ont surmonté. Donc, ils sont bien dans cette étape 3, qui est indispensable. On ne peut pas tout le temps se contenter de résister, de faire les dos ronds, etc. Et je finirai sur une comparaison, si vous me permettez, puisqu'elle est d'actualité. Quand vous avez une mêlée qui est en face d'une mêlée des All Blacks, si on se contente de renforcer la mêlée et de résister, c'est pas comme ça qu'on va les renverser. On résiste, et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On enfonce. Eh bien, c'est la même chose. À un moment donné, il faut accepter le fait que même si c'est très difficile, même si nous allons perdre, et je suis très conscient de ça, des troupes sur le terrain pour avoir osé résister et faire face à l'adversité, on n'a pas le choix. La résistance aujourd'hui est déterminante. Ce que je vous dis aujourd'hui, pour la faune sauvage, est valable dans tous les domaines.
Si mon discours pouvait vous donner des idées pour résister dans tous les domaines auxquels nous pouvons être confrontés et nous serons confrontés demain, c'est le but. La protection de la faune étant simplement un épiphénomène de tout ce que je vous dis. Prenez cette problématique au sens premier du terme. Résistance, c'est s'opposer à. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous alliez au-delà et qu'à un moment donné, cette adversité, on essaie toutes et tous ensemble de la surmonter. C'est ça le but. C'est ce que nous essayons de faire avec Wildlife Angel. C'est l'objectif que l'on s'est fixé. Y arrivera-t-on? Je ne sais pas. Suis-je optimiste? Non. Suis-je pessimiste? Non plus. Mais c'est l'objectif qu'on s'est fixé et on va tout mettre en œuvre pour l'atteindre, c'est-à-dire qu'on va tout mettre en œuvre pour protéger sur le terrain les derniers éléphants d'Afrique, les derniers rhinocéros blancs et noirs, les derniers félins, les lions, les pangolins, toutes les espèces donc africaines, puisque notre champ se limite à l'Afrique, hein, mais que les autres fassent pareil dans d'autres continents. Mais on ne peut pas accepter cette adversité comme cela. Il faut s'y opposer. Et la grande facilité que nous avons, c'est de s'opposer à une criminalité illégale. Mais vous l'avez bien compris, c'était le début de mon propos, c'est une condition nécessaire, mais certainement pas suffisante, parce que quand vous avez un total qui s'implante en Angola, et on sait les dégâts monstrueux qu'ils vont faire, aussi bien sur la faune que sur les écosystèmes, mais là, à partir du moment où il y a le tampon des autorités gouvernementales, nous ne pouvons, en l'état actuel des choses, rien faire. C'est la raison pour laquelle, ça, effectivement, moi, dans ma voix, je ne fais que condamner, je ne fais rien. D'où l'intérêt d'avoir basculé sur la criminalité illégale, parce que là, on a un peu plus de marge de manœuvre. Déjà, on a les gouvernements qui sont avec nous, et c'est déjà une bonne chose. Voilà, donc nous arrivons au terme, on m'avait dit 30 minutes, on m'a dit, j'ai tenu 30 minutes, pas de souci. Enfin, j'ai respecté, pardon, pas tenu, j'ai respecté les 30 minutes. Je crois qu'on a la possibilité donc d'ouvrir à des questions. Alors je ne sais pas, je m'adresse à mes collègues de l'organisation. Vous faites circuler un micro, pas micro, comment ça se passe? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Oui, monsieur au... Ah, sinon j'ai monsieur au premier rang, là. Je n'ai pas vu tous les bras soulevés, je suis désolé, j'ai les spots en face de moi. Pour le programme Spotter, donc, qui est mis en place à partir de 2024, on a des formations de 2 fois 2 jours, 2 jours en France pour s'y préparer, et 2 jours à l'arrivée donc sur zone. Il faut toujours une phase d'acclimatation quand on va à l'étranger, surtout dans des pays africains. Donc on profite de ces 2 journées d'acclimatation pour continuer la formation, mais plus opérationnelle, parce que là vous êtes dans le biotope. Donc 2 jours en France, 2 jours là-bas. Et ce sont des rotations pour l'instant de 15 jours. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi j'aimerais partir 3 mois, etc. » Comme je dis souvent, sur des aventures de la sorte, ce n'est pas de l'écotourisme. Vous l'avez bien compris. Spotter, on est bien des opérateurs de surveillance de la faune. On ne fait pas de l'écotourisme. On ne répare pas de clôture et on prépare à bouffer aux animaux. Il n'y en a pas. Enfin, il y a des domestiques, il n'y en a pas. Donc ce qui est clair, 15 jours, c'est amplement suffisant. Et au bout de 15 jours, je n'ai pas de spotter avec moi aujourd'hui, mais si vous allez sur le site internet, donc on va faire des verbatims, ils reviennent épuisés. Ils travaillent de nuit. Et observer avec des lunettes thermiques et de vision nocturne toute une nuit, je peux vous dire que les yeux, tout est fatigant. Donc aujourd'hui, 2+2 en formation. Quand on est validé, on part sur des rotations de 15 jours. Après, effectivement, donc, quand on voit qu'on est fait pour ça, qu'on est capable de, et que nous, donc, on a donné notre go, on peut y revenir, pourquoi pas, pour des périodes plus longues. Mais systématiquement, au départ, c'est 15 jours, pour éviter, effectivement, donc, un choc physique et psychologique. D'autres questions? Madame, mademoiselle, oui. Bonjour, merci. Donc, dernière question, c'est ça? Ah mince. D'accord, ok, pardon. Pourquoi vous avez du mal à recruter des rangers dans les populations locales? Pourquoi il y a des soucis? C'est une très bonne question. Alors déjà,
Auprès de qui recrute-t-on les rangers? Nous, au départ, on s'est dit, on va travailler avec les communautés locales. Moi, j'ai un passé antérieur à Wildlife Angel où j'ai beaucoup travaillé avec les communautés locales, avec les Bushmen en Afrique du Sud, avec les Pygmées en Afrique du Centre. Donc, c'est des populations, les Hadza en Tanzanie, ce sont des populations que je connais bien. Et je me suis dit, on a vraiment besoin d'eux qui connaissent le terrain. Ces gens-là. Alors nous, on leur apporte des techniques un peu plus modernes, mais on travaille en complément, encore une fois. Il n'y a pas du tout de démarche qu'on pourrait qualifier de néocolonisation, etc. chez nous. On est vraiment des équipes soudées sur le terrain, on est avec eux. Pourquoi on a du mal à les recruter? C'est tout simple. Le peu d'argent qu'il y a en Afrique n'est pas du tout consacré à ça. Ça peut se comprendre. Priorité, c'est l'éducation, c'est la médecine, c'est toutes ces choses-là. Donc la protection de la faune sauvage n'est pas une priorité. Donc ça veut dire que les salaires sont ridiculement bas, même dans le pays, hein, d'accord, par rapport au niveau moyen, ridiculement bas. Les conditions de vie au travail sont extrêmement difficiles, parce que les rangers, ben, ils ne font pas 4 jours à 8 heures par jour, ils rentrent chez eux. D'abord, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils sont dans des zones très éloignées des endroits où ils vivent, donc très souvent, il y en a qui restent 3 mois, 6 mois, voire parfois 1 an, sans voir leur famille. Ils ne sont pas du tout considérés par leurs employeurs, aussi bien dans les réserves privées que dans les parcs nationaux. C'est pour ça, alors moi je ne suis pas rentré dans le détail, ce n'était pas le but d'aujourd'hui, mais si vous allez sur notre site internet wildlang.org, vous allez retrouver tout le travail que nous faisons pour faire reconnaître ce métier. Pour moi, c'est un véritable métier. Au même titre que pompiers, infirmiers, policiers, c'est un métier. Et bien souvent, les gouvernements ne les reconnaissent pas. Et donc c'est pour ça aussi, je suis là pour parler de ces gens-là. Mais parler pendant une demi-heure et vous donner l'opportunité, pourquoi pas demain, je vous attends, d'aller voir ce qu'ils font et d'avoir partagé pendant 15 jours leur quotidien, là on va se dire, ah ouais, je comprends bien maintenant le métier de ranger. Et vous aurez, même si je m'en occupe aujourd'hui, la réponse à votre question, pourquoi métier très difficile, des horaires abominables, manque d'équipement, manque de tout. Nous on arrive bien souvent, on se rend compte que la base, on leur dit, ben, écoutez, on va travailler sur les premiers secours, et on se rend compte que des gens n'ont jamais été formés sur les premiers secours. Des rangers de terrain. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y avait pas de sous, parce que. Donc, on manque cruellement de rangers pour ces raisons-là. Et je ne les enfonce pas du tout, hein, mais les jeunes qui vivent dans les villes ou dans les villages, ben, qu'ils ont tous et toutes un iPhone dans leur poche ou un Samsung, peu importe, on s'en fout, commence à être de plus en plus loin de toutes ces considérations de terrain. Il ne faut pas croire parce qu'on est un Africain, donc on est dans la brousse. Non, les modes de vie sont comme les nôtres. Et donc c'est un métier qui attire quand même, alors déjà quand il est reconnu comme métier, qui attire beaucoup moins. Donc à un moment donné, ben, il faut trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas se dire, ah oui, mais si on attend qu'on arrive à remettre tout le monde à niveau, on va attendre 50 ans. Entre-temps, je vous laisse calculer l'effondrement des populations. Donc je dis, nous on agit. Si on n'arrive pas, qu'on n'a pas assez de rangers, eh bien, on va aller chercher des Européens, on va aller chercher des spotters pour les renforcer. Et je vous assure que quand on a passé 15 jours avec eux sur le terrain à partager la nourriture, à partager leur quotidien, on revient complètement différent de cette expérience. Croyez-moi, et en plus, vous avez œuvré réellement pour protéger la faune, bien plus que d'avoir fait un chèque de 10 ou 15 euros à Wildlife Angel, ça c'est super, ou à d'autres, ça l'est moins. Ça, c'est la petite boutade. Voilà. Mais écoutez, on va rester là. Merci beaucoup. Merci.